Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le mercredi 13 juin. Tout de suite, les titres de cette édition. Ils dénoncent notamment une dégradation de leurs conditions de travail. Les facteurs des Yvelines débrayeront demain. La distribution du courrier risque donc d'être très perturbée. Un appel à la grève illimitée lancé par la CGT. Vincent Fournier de la CGT FAPT 78 est avec nous pour en parler. Ce mouvement, lui, a pris fin à la mi-journée. Les agriculteurs ont levé leur blocage à la raffinerie de Coignères. Depuis lundi, ils étaient mobilisés contre l'importation de produits agricoles ne respectant pas les normes françaises et européennes. Bilan en plateau avec Alexandre Ruesch, adhérent des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Et ils sont les grands vainqueurs, les collégiens de la Marosso. La Coignères ont gagné le SICMIT 2018. C'est le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale. Et les phases finales se tenaient hier soir à la Meurise Attrape. Retour. Deux invités autour de la table avec moi donc en plateau. Vincent Fournier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant départemental de la CGT FAPT des Yvelines. Vous appelez demain, jeudi, à une grève illimitée des facteurs dans le département. Restez avec nous, on va en parler dans un instant. Je me tourne d'abord vers vous, Alexandre Ruesch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adhérent des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, exploitant à Bailly. Vous étiez mobilisé depuis lundi devant le dépôt de carburant de Coignères. Un blocage qui a été levé depuis la fin de matinée. C'est une fin de mobilisation qui s'est faite dans le calme. Vous étiez une soixantaine, 5 sections de CRS, soit 150 hommes étaient également sur place. Pas de tension avec les forces de l'ordre lors de votre départ ? Alors, il y a eu des tensions au moment des pourparlers pour la fin de levage du blocage. Après, tout s'est déroulé convenablement parce qu'on a respecté nos engagements et eux aussi. Donc on a pu plier bagages et rentrer sur nos fermes. Dans ce blocage, il y avait des agriculteurs de la FDSEA, des jeunes agriculteurs d'Île-de-France et également du Loiret qui participaient donc à ce mouvement depuis lundi. Quel climat régnait dans vos troupes sur ces 3 jours ? Un climat assez apaisé sur l'aspect message passé et lutte sur lequel on s'était mobilisé. Malgré tout, on en ressort déçu, abattu. 3 jours de mobilisation, c'est pas grand-chose, mais il faut tenir ces 3 jours et être présent. Vous êtes relayé 24 heures sur 24 sur place. Avec différents départements qui sont venus nous relayer. Il faut savoir qu'il y avait quand même 4 points en Île-de-France sur toute la région, dans le 95 à Gennevilliers, dans le 77 à Grand-Puy et aussi à Grigny dans le 91. Nous avons été très déçus à la suite des annonces de notre syndicat et du ministère de l'Agriculture suite à l'échange qu'ils ont eu la nuit passée. Alors, il disait hier justement, vos représentants, que le compte n'y était pas. Pourquoi finalement mettre fin au blocage aujourd'hui ? Après cette rencontre avec le ministre de l'Agriculture. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que la pression était forte de la part des gendarmes et des CRS et de la préfecture. Il y avait eu un message très clair passé par le gouvernement. Et ensuite, c'était un appel à mobilisation de notre syndicat national. Donc, nous nous sommes rangés derrière cette annonce de quitter les barrages. On rappelle que votre mobilisation s'adressait directement au gouvernement. Vous dénonciez la concurrence déloyale de l'huile de palme face aux productions nationales de colza et de tournesol. Le groupe Total a été autorisé par le gouvernement à utiliser cette huile de palme pour ses bioraffineries dans la Med. Est-ce qu'il y a tout de même, Alexandre Ruesch, des points d'avancée, des garanties qui ont été prises par le gouvernement ? Est-ce qu'il y a quand même des points positifs à la fin de cette mobilisation ? Alors, sur le sujet huile de palme, le point, si on peut dire positif, c'est le fait de vouloir porter au niveau européen un abaissement de l'introduction de l'huile de palme dans les biocarburants. Ce qu'il faut comprendre sur la problématique huile de palme est en opposition à l'huile de colza. L'huile de colza est une filière qui s'est structurée depuis de longues années pour notre agriculture et qui a un vrai atout pour notre agriculture, car ça nous permet d'avoir une autonomie alimentaire pour les protéines animales, pour nourrir notre bétail. Et donc, c'est un cercle très vertueux parce que nous arrivons à nourrir notre bétail grâce aux tourteaux, donc aux produits, aux sous-produits après extraction de l'huile. D'accord. Ce qui permet d'importer moins de produits, moins de protéines
au niveau mondial, donc pas de protéines avec des OGM. Bon nombre d'agriculteurs sont rentrés dans les filières organisées, labellisées sans OGM. Si on met à mal cette organisation de filière qui aujourd'hui fonctionne très bien et apporte sur toutes les productions un bénéfice, on va avoir des labels qui vont s'écrouler, avoir des difficultés à autoconsommer des produits français pour l'alimentation des animaux. C'est-à-dire que vous attendiez des points d'avancée sur le sujet, vous n'en avez pas assez eu. Il y a des déceptions, forcément, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes relativement déçus. Il y a de la déception et de l'incompréhension dans la politique de ce gouvernement. Quand on ressort des états généraux de l'alimentation, qui ne sont d'ailleurs pas totalement aboutis, où on entend bien les attentes de la société civile sur la qualité alimentaire, la qualité environnementale, on ne comprend pas cette position-là. C'est une filière bénéfique pour notre agriculture, pour notre pays. Ça va totalement à l'encontre de ce qu'il en ressort dans les états généraux, de favoriser et de créer des filières. Là, on est en train potentiellement d'en démonter une. Donc, incompréhension totale de la part de nos agriculteurs. Ce qu'on ne comprend pas non plus, c'est vu l'impact qu'a l'huile de palme au niveau bilan carbone, écologique, on le connaît tous, comment fonctionne l'huile de palme et comment c'est produit. On n'a pas entendu sur ce sujet de manière forte Nicolas Hulot. Il est aux abonnés absents. On est ministre de la transition écologique, je vous rappelle. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il ne s'est pas exprimé en tout cas publiquement sur le sujet. Non, et donc on se pose la question ce que le gouvernement prime et quel intérêt il porte pour notre agriculture. Et là, on a vraiment le sentiment qu'il porte un intérêt pour ces grosses entreprises, pour de l'importation de produits qui n'ont pas les mêmes cahiers des charges, les mêmes normes que nous avons dans notre agriculture française. Et c'est vrai qu'on est totalement perdu et désavoué de cette position du gouvernement. Donc on nous attend, par rapport aux 5 engagements qu'a donné le ministre de l'Agriculture suite aux rencontres avec la profession, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, il y a un engagement de réorganiser les importations distortives, et donc une prise en compte des règles et des normes. J'ai encore beaucoup de mal à y croire. Merci Alexandre Rech d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes adhérent des jeunes agriculteurs d'Île-de-France et également exploitant à Bailly. Après une journée de grosses perturbations hier, la décrue s'amorce dans les Yvelines. Plusieurs communes touchées par les inondations ont d'ores et déjà demandé la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, comme Saint-Rémy-les-Chevreuses, où les équipes municipales sont à pied d'œuvre pour nettoyer la ville avec l'aide des agents de Manille-les-Hameaux. L'autoroute A13 a, elle, rouvert dans les deux sens de circulation dans la soirée d'hier. Pour rappel, plus de 1000 interventions des pompiers ont eu lieu dans les Yvelines. L'actualité du jour, c'est également la visite du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb à Mantes-la-Jolie. Le ministre de l'Intérieur se rendra ce soir à 20h au commissariat de la ville, là où ont officié Jessica Schneider, secrétaire administrative, et Jean-Baptiste Salvin, major de police. Ce couple tué à son domicile dans l'attentat de Magnanville le 13 juin 2016 par un homme qui se réclamait de l'État islamique. Le ministre était déjà venu l'an passé à la même date et avait notamment inauguré une plaque commémorative. La distribution du courrier risque d'être perturbée demain jeudi dans les Yvelines à l'appel de la CGT. Les facteurs seront en grève illimitée. Vincent Fournier, je me tourne vers vous. Vous êtes avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes le représentant départemental de la CGT FAPT 78. Alors, une manifestation est prévue demain dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines avant un rassemblement devant votre direction départementale. C'est à Guyancourt. Vous dénoncez, Vincent Fournier, une dégradation de vos conditions de travail et également des réorganisations incessantes du groupe depuis 10 ans. Concrètement, quelles évolutions de votre métier vous dénoncez par ce mouvement ? C'est ça. Alors, une petite précision, il y a eu des petits changements depuis. En fait, c'est à Mantes-la-Jolie qu'on va se rassembler, parce qu'on a appris qu'il y avait le préfet sur place. Donc toute la matinée se fera à Mantes-la-Jolie. Très bien. Et sinon, donc ce qu'on dénonce, en fait, l'essentiel, là, c'est les réorganisations, les suppressions d'emplois. Il faut savoir que la Poste a supprimé environ 120 000 emplois au moins ces 15 dernières années. Donc c'est énorme, hein, c'est un plan social
phénoménale. Et là, l'essentiel, en fait, la grosse attaque contre le métier de facteur, c'est la pause méridienne, ce qu'ils appellent la pause méridienne. En fait, aujourd'hui, le facteur, classiquement, ses horaires, c'est 7h, 13h30. Et la Poste, là, veut imposer aux facteurs de travailler toute la journée. Toute la journée avec une pause le midi. Avec une pause le midi, ouais. Et puis de préparation aussi de sa tournée. Voilà, aussi, avant, actuellement, le facteur prépare sa tournée, ça ne serait plus le cas. En gros, c'est 3 heures de préparation, 3 heures dehors à distribuer. Et là, la Poste veut imposer dans une large majorité, en tout cas dans les Yvelines, de sites, de faire en gros 9h, 17h avec uniquement de la distribution. Et on sait que c'est la partie la plus dure, la plus physique du métier. Et la tâche de tri et de distribution vont être totalement séparées. C'est ça. Voilà, la Poste prévoit de créer des sites de préparation dédiés aux tournées, des îlots également de proximité qui seront dédiés seulement à la distribution. Vous ne pourrez plus assurer dans ces conditions votre travail de façon convenable. Mais déjà, comme je commençais à le dire, ça va être beaucoup plus dur physiquement parce qu'on imagine faire 9h, 17h quand il pleut toute la journée, quand il fait 35 degrés l'été, ça va forcément être beaucoup plus dur. Et de toute façon, c'est beaucoup plus dur puisque c'est soit en vélo, soit en voiture, descente de voiture sans cesse, etc. Et du coup, ça va aussi impacter sur le service aux usagers de la Poste puisque ça va être une distribution l'après-midi. Dans plein d'endroits, ça va être avoir son courrier, des quotidiens, on reçoit des quotidiens, des journaux, on va les avoir l'après-midi à 16h, à 17h, enfin c'est aussi un gros problème pour les usagers. Alors ce à quoi la direction de la Poste répond, Vincent Fournier, que des réorganisations sont nécessaires avec un volume de courrier en baisse, un volume de colis qui lui est en hausse dans le département, des attentes aussi qui évoluent, des livraisons qui doivent être dans des délais de plus en plus courts. Et la Poste dit que les facteurs, face à ces évolutions, doivent s'adapter. Oui, mais nous, on ne considère pas ça du tout de la même manière, puisque la Poste a encore fait quasiment 1 milliard de bénéfices en 2017. Le bénéfice augmente tous les ans. Les colis sont en augmentation exceptionnelle. La courbe est en flèche sans cesse depuis des années. Il y a d'autres activités. Le courrier, c'est discutable. La baisse du trafic courrier est aussi discutable, en sachant qu'en plus, les plis sont de plus en plus gros. Il y a tout un tas même pour les facteurs classiques qui distribuent des lettres, on a des paquets maintenant, imports, etc., qui viennent de l'étranger de plus en plus. Et les facteurs travaillent plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, cette réorganisation est déjà en place dans quelques communes du département, notamment Elancourt, sur le bassin de Saint-Quentin. Quelles remontées vous avez pu avoir sur ces évolutions ? Les remontées qu'on a, c'est que c'est beaucoup plus dur. La préparation, des fois, est mal faite parce qu'elle est faite malheureusement par des intérimaires qu'on a mal formés. Donc c'est beaucoup plus difficile sur le terrain aussi. Le facteur, il n'a pas vu ce qu'il a distribué, donc c'est beaucoup plus dur. Il est amené, des fois, on a eu des témoignages terribles, c'est que le facteur doit recouper le courrier sur le trottoir, carrément trier sa tournée sur le trottoir, parce que sinon, il ne peut pas distribuer correctement. La direction départementale indiquait chez nos confrères des Nouvelles la semaine dernière qu'elle tenterait de vous rencontrer avant ce mouvement. Est-ce qu'à ce jour, vous avez rencontré votre direction ? On les a rencontrés lundi, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée réelle. En gros, ils préfèrent attendre que les facteurs soient en grève et qu'il y ait un impact sur la distribution plutôt que de tenter de négocier sérieusement avant, quoi. Dernière question, chez vos collègues à Rennes, il y a eu également une grève de 130 jours de grève à la Poste, 25 jours en Gironde. Est-ce que ce mouvement qui va débuter demain dans les Yvelines pourrait s'étaler aussi sur la durée ? Il pourrait s'étaler sur la durée, en effet, mais de toute façon, on va en décider demain. C'est les facteurs qui vont en décider eux-mêmes en assemblée générale. Et si on est nombreux, en effet, il est tout à fait possible que la grève soit reconduite vendredi. 150 grévistes lors du dernier mouvement, 132 selon votre direction. Il faut mobiliser encore plus demain ? Oui, là, on mobilise encore depuis des semaines, depuis la dernière grève, et on a plutôt de bons échos, et on pense qu'il y aura encore plus de grévistes demain. Merci Vincent Fournier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes représentant départemental de la CGT FAPT des Yvelines. Les facteurs qui appellent donc demain à une grève illimitée.
La Meurize Attrape a accueilli hier soir les phases finales du SICMIT. Le 19e SICMIT, c'est le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale. Sur scène, 4 collèges saint-quentinois qui se sont entraînés tout au long de l'année. C'est le public qui était chargé de les départager. Retour sur la soirée avec Aurélie Ronze, Yves Hubstenberger et Patrick Jacques de Dixmude. Les champions du 19e championnat intercollège de matchs d'improvisation sont les collégiens du collège de la Maresseau. Explosion de joie pour Nathan, Marie, Cyrine, Nicolas, Arthur et Lali. Ce sont ces collégiens de Coignères qui ont été désignés par le public de la Meurize pour remporter le trophée de cette 19e édition du SICMIT organisée par Déclic Théâtre. Une année de travail récompensée. On n'arrive pas à y croire, première année, on gagne la première fois, du coup c'est super et je ne sais pas comment expliquer l'enthousiasme, c'est génial. Gang des femmes à barbe ou encore un navire sans avenir. Durant la soirée, 4 collèges de Trappes, Elancourt, Montigny-le-Bretonneux et Coignères se sont affrontés sur ces thèmes d'improvisation. Intégré mon gang. Donc, quel gang? Le gang des femmes à barbe, voilà, arrête la barbe. À chaque fois je fais des Regarde, c'est un peu secret. Pour ces phases finales, quelques règles à respecter comme la construction de l'histoire et le respect de la langue française. À la fin de chaque passage, le public donne son verdict. Pour sa première participation, le collège La Maresseau a remporté tous les suffrages. Ils viennent là avec juste la folie du jeu et en fait, du coup, ils sont complètement détachés de l'enjeu. Et c'est ça qui a fait la différence. On a une grosse énergie véritablement dans les collèges et ça c'est vraiment très très intéressant. Et au-delà de cette énergie, il y a de la créativité, de l'imaginaire. Cette année, le championnat intercollège d'improvisation théâtrale a réuni 15 établissements de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une participation record qui pourrait bien augmenter pour la prochaine édition. Et cette soirée sera à revivre en intégralité sur TV 78. Diffusion de ces phases finales du SICMIT les samedis 23 et 30 juin. C'est à chaque fois à 20h30. L'action a été réalisée dans 60 villes à travers la France. Hier, mardi, près de 30 personnes se sont rassemblées devant la préfecture des Yvelines à Versailles. Une opération menée par l'antenne départementale de l'association Alliance Vita. Elle s'oppose à la GPA, la gestation pour autrui, mais aussi aux évolutions envisagées de la PMA. La procréation médicalement assistée pourrait être ouverte prochainement aux femmes seules ou en couple lesbien. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Alliance Vita craint que le bébé et le corps féminin ne deviennent que de simples marchandises. Écoutez les explications sur la scénographie de l'action au micro de Michael Elmidoro. On a un enfant qui est tout seul sur un tabouret, il est insécurisé, il n'est pas entouré de ses parents. Et les personnes qui sont par terre représentent les hommes et les femmes qui deviennent juste des pourvoyeurs de gamètes et dont la paternité et la maternité ont été niées et tuées. Donc en fait, on tue le père et on tue la mère pour faire un petit peu des enfants hors sol. Juste produit avec des gamètes. Et une deuxième action s'est également tenue en simultané dans le département à Saint-Germain-en-Laye. Une performance sportive pour la bonne cause. À présent, le nageur franco-cubain Andy Cabrera Avila a établi un nouveau record, 364 longueurs en apnée à la piscine Aquamundo de Saint-Cyr-l'École. L'eau a été remplie de détritus afin de sensibiliser les spectateurs à la pollution des océans. Nicolas Dandry et Michael Elmidoro. Des ballons, des bouteilles, des sacs en plastique, c'est dans cette décharge fictive que le franco-cubain Andy Cabrera Avila voulait tenter son nouveau record d'apnée ce dimanche 10 juin. Objectif, dénoncer la pollution des océans en se glissant dans la peau d'un mammifère marin. Il y a plus de 300 millions de tonnes de déchets de plastique dans les océans. Donc c'est environ 200 déchets par minute, ça veut dire plus de 100 déchets par seconde. C'est incroyable. Tout le monde est menacé. Il lutte contre la pollution des océans et ça c'est génial. Pourquoi c'est important de lutter contre la pollution des océans? Parce que sinon on ne pourra plus manger de poissons et on ne pourra plus aller à la mer. Si on continue, ça va trop polluer la terre et après on va mourir parce que la terre meurt. L'objectif est également sportif. L'apnéiste de 46 ans doit réaliser au minimum 365 longueurs en 3 heures en reprenant sa respiration tous les 25 mètres. Pas facile quand les déchets flottent à la surface.
Ça va être très compliqué parce que ça va ralentir la nage. Je peut-être vais me mêler parmi les sacs en plastique qui ça symbolise les méduses dans lesquelles les tortues ils mangent les plastiques. Ils pensent que ces méduses ils meurent. Donc oui, ça va ralentir la nage, mais c'est pas grave. C'est moi qui a décidé que c'est comme ça. Je veux jouer le jeu et j'assume. Andy Cabrera Villa a finalement parcouru en 3h395 longueurs, l'équivalent de 9,875 km. Un record pour la bonne cause qu'il pourrait de nouveau améliorer dans les prochains mois. C'est l'événement le plus regardé sur la planète. La Coupe du Monde de football débute demain jeudi en Russie et on poursuit notre dossier de la rédaction consacré au mondial. Ce soir, nous nous intéressons aux supporters portugais dans le département. Ils sont nombreux. Après la victoire à l'Euro 2016 en France, ils espèrent voir les coéquipiers de Cristiano Ronaldo réaliser un nouvel exploit. Rencontre signée Michael Elmidoro. La star de cette maison plaisiroise, c'est lui, Cristiano Ronaldo. Tom et William, 8 et 11 ans, deux frères d'origine portugaise, sont de grands fans de l'attaquant lisboète et de son équipe nationale. Là, c'est ses crampons qu'il avait l'année dernière. Là, c'est quand il tire des coups francs, il tire fort. Là, quand il met des accélérations avec la balle. Et là, quand il dribble. Et là, c'est les actualités de ces 5 ballons d'or qu'il a gagnés cette année. Un coussin que j'ai eu au Portugal. La passion ne s'arrête pas qu'aux posters et aux livres. Les deux jeunes passent également près d'1 heure par jour à regarder des vidéos des exploits du Portugal et de leur idole. Et quand ils allument la console de jeu, le Portugal est évidemment leur premier choix. Parce qu'ils sont forts et il y a Ronaldo. Et parce qu'il fait des grosses frappes et il fait essayer de dribbler très vite. Pendant la Coupe du Monde en Russie, les deux frères ont fait leur choix. Ils supporteront l'équipe nationale portugaise, une décision qui ravit leur mère. Je suis contente parce que c'est vrai que moi, c'est mes origines et je trouve ça bien que les enfants s'en rappellent et en tout cas le supportent le Portugal dans tout parce que c'est dans le foot, mais c'est aussi pour plein d'autres choses. Ils veulent tout le temps aller là-bas en vacances, ils adorent, ils veulent y vivre. Sur les terrains de football yvelinois, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont également des supporters. Depuis sa création en 1972, le club des Portugais de plaisir vibre au rythme des exploits des Lusitaniens et non de l'équipe de France. Il y en a certains qui sont pour les deux. Moi, je suis pour les deux. J'habite en France. Mais voilà, notre famille est portugaise, on a du sang portugais et on sera toujours derrière le Portugal, quoi. C'est comme la plupart des personnes qui ont double nationalité. On a grandi ici, nos parents sont portugais, on fait nos vacances au Portugal. Donc voilà, c'est le Portugal. Dès qu'il y a un match, c'est le Portugal avant tout. Pour vivre cette Coupe du Monde, le club a prévu d'organiser des repas devant la télévision les soirs de match du Portugal. Mais ils ne devraient pas être les seuls à suivre les rencontres dans le secteur. Très grosse communauté, ouais. Surtout Plaisir, Les Clés et Villepreux. Il y a une grosse communauté portugaise. Donc je pense que les veilles des matchs ou les soirs des matchs, ils vont tous être ou dans les cafés ou chez eux en train de regarder les matchs, il n'y aura plus personne dehors là. Avec plus de 80 000 habitants d'origine portugaise dans les Yvelines, le département sera forcément partagé entre le bleu et le vert et rouge pendant cette Coupe du Monde. Vous avez sans doute déjà croisé cette famille de géants installés rue Le Nôtre à Montigny-le-Bretonneux. Un intérieur à l'extérieur a été réalisé par l'artiste Denis Mondineux à la fin des années 1990. Une œuvre en terre cuite dont la rénovation arrive à son terme. Elle avait débuté en juin 2017. Le chantier est financé par Saint-Quentin en Yvelines à plus de 58 000 €. Une restauration nécessaire car l'installation s'était dégradée en 20 ans. Propos collectés par Patrick Jacques de Dixmude. J'ai refait les parties qui étaient cassées, qui étaient détériorées, parce qu'il y avait beaucoup de casse sur la grande étagère là-bas. Le canapé, le livre, le chien, tout ça c'était à refaire. Et puis après la volière aussi. J'ai refait tous les éléments qui avaient disparu. Et puis... De quoi faire frétiller vos papilles pour cette fin de journal. Le salon de la pâtisserie s'ouvre ce jeudi à Paris avec 2 exposants des Yvelines, dont les Moulins de Versailles, fabricants de farine depuis 1905. Reportage de Camille Lambert et Touki Nirilanto. Du blé local, des machines françaises, c'est le credo des Moulins de Versailles. L'entreprise fondée par la famille Chaudet produit des farines pour les particuliers et les professionnels. Une passion qui perdure depuis plus d'1 siècle. Hippolyte Chaudet avait un moulin à Étampes dans l'Essonne
Son fils, Romain Chaudet, avait un moulin à Hyères dans l'Essonne. Et le fils de Romain Chaudet, Georges Chaudet, s'est installé ici à Versailles en 1905. Aujourd'hui, 7 personnes travaillent ici. Les moulins de Versailles, ce sont 1500 tonnes de farine par an et 30 tonnes par jour. Alors là, vous voyez par exemple les tuyaux de la farine. Donc là, c'est de la farine qu'on va passer. Cette farine-là, elle va être stockée dans des silos qui traversent tout le moulin. Et c'est des silos qui ont la particularité d'être calorifugés. Et on effectue un barbotage pendant toute la journée de mouture, ce qui permet d'avoir une farine homogène. Des produits fabriqués à partir d'un blé cultivé à moins de 100 km de Versailles. Pour obtenir de bonnes farines, la sélection est rigoureuse. On a nos propres camions qui vont chercher le blé, donc ça nous permet de le contrôler au départ à l'arrivée. Et le blé est analysé. Chaque blé a une signature qui dépend de ses caractéristiques. Ensuite, suivant la farine qu'on doit produire pendant l'année ou pendant la journée, on va tirer un dosage précis de chaque cellule pour pouvoir faire une farine qui est toujours constante et de qualité homogène. Depuis un an, les moulins de Versailles se renouvellent. La marque envisage de lancer une gamme bio. Autre nouveauté, des préparations sucrées, fondant au chocolat, madeleine, autant de recettes à découvrir au salon de la pâtisserie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée sur TV78.